voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc un voyage extraordinaire dans les sciences que nous invite cette émission. Des chercheuses, des chercheurs de tous horizons, ils sont invités pour nous parler de leurs travaux, de leurs recherches, de leurs enseignements, pour nous dévoiler leur motivation, leur cheminement, les rencontres qui les ont fait avancer eux-mêmes. Et tout cela avec la volonté de transmettre aux jeunes, aussi bien filles que garçons, de leur transmettre donc leur passion afin de susciter chez eux le désir de s'engager sur ces voies. Je suis donc avec Jean-Louis Coatrieux, homme de lettres, poète, romancier, c'est d'ailleurs ce qui nous a fait nous rencontrer, mais aussi homme de science, internationalement reconnu pour ses travaux en imagerie médicale, en modélisation des systèmes complexes, et en intelligence artificielle et sans doute bien d'autres choses. Donc, bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Et c'est toi donc le commandant de bord de ce voyage. Nous accueillons pour cette excursion Alban Lemasson, chercheur en éthologie. Bonjour Alban. Bonjour, merci pour l'invitation. Et donc vous allez nous parler de votre parcours de formation, de vos activités actuelles dans cette émission Voyage extraordinaire dans les sciences. Une émission donc proposée par Radio Laser, créée par Jean-Louis Coatrieux et diffusée sur Radio Laser évidemment, mais en collaboration avec le site web culturel breton Unidiver. Voilà, donc Jean-Louis, je te laisse la parole. Merci Félix et bonjour Alban, c'est très heureux de vous rencontrer, c'est la première fois. Oui. Alors c'est vrai, nous ne sommes pas dans les mêmes disciplines, mais quand même. Alors là, la rencontre, elle a été provoquée par un ami à moi qui s'appelle Michel Philippe, qui est à la retraite dans les Côtes d'Armor, et heureux d'être à la retraite, je crois, et heureux d'être dans les Côtes d'Armor, et qui m'a parlé en très très grand bien de vous quand il vous a rencontré il y a déjà longtemps, je crois, une quinzaine d'années, me semble-t-il. 2006, je pense. Ouais. Oui, et 2006, c'était pas n'importe quel moment. C'était aussi lors de la remise du prix Bretagne. C'est un prix qui est important, qui a été créé par la région et qui reconnaît des chercheurs de talent juste après leur soutenance de thèse. Et donc, l'idée de ce prix, c'est de les encourager, bien sûr, à rentrer dans un grand organisme, CNRS, INSERM, INRIA ou autre. Et donc, je crois que c'était le cas, en l'occurrence. C'est ça, c'était le tout début de ma carrière et j'entrais à l'Université de Rennes. Voilà. Et donc, on va s'intéresser d'abord à votre parcours, mais bien avant la recherche. Déjà, l'enfance... le collège, le lycée, tout ça au même endroit, tout ça de manière régulière, linéaire, je dirais, ou alors au contraire avec quelques chaos, que ce soit de localisation ou de trajectoire de choix. L'enfance, c'est vrai que je pense que ça fait partie de ma construction. J'ai grandi en Afrique. À quel endroit ? En Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, Cameroun et Côte d'Ivoire. Pendant 15 ans, je suis parti avec mes parents, j'avais 3 ans. Et donc jusqu'au bac, je suis resté en Afrique. Et donc je pense que ça a marqué un peu les fondamentaux de la personne que j'allais devenir. Et notamment ce rapport à la nature. Et aussi à la science, parce que j'ai un père qui est dans les sciences. Que fait-il ? Donc ça commence entomologiste. Entomologiste. Dans les maladies drépanocytose, paludisme, voilà, les maladies tropicales. D'accord. Donc je suis revenu en France pour passer mon bac
et puis pour les études. C'est vrai que quand j'étais en Afrique, j'avais pas vraiment de visibilité sur ce que l'on pouvait faire comme grandes études. J'ai fait ce qu'on m'avait conseillé de faire, maths sup, maths spé, option biologie, et puis bon, je suis allé jusqu'au bout, et puis je me suis rendu compte que c'est pas forcément dans des écoles d'ingénieurs que j'allais m'épanouir, et j'ai découvert comme ça, un peu par hasard, l'existence de l'éthologie. Je pensais m'intéresser au métier de vétérinaire, mais le fonctionnement de l'organisme, c'était pas vraiment ce qui me passionnait. J'étais aussi attiré par des métiers comme documentariste animalier. Là, c'était vraiment le comportement de l'animal finalement qui m'intéressait. Mais ça manquait un peu de science. Et donc, quand j'ai découvert l'éthologie, j'ai compris que c'était la voie qu'il fallait prendre. L'éthologie ne s'enseigne qu'à l'université. Donc ensuite, j'ai suivi le programme classique, licence, master, doctorat. Alors, dites-nous un peu, l'éthologie, ça correspond à quoi? Parce que tout le monde ne sait pas. D'autant qu'on peut facilement confondre avec ethnologie, ce qui est tout à fait différent. Ce sont des disciplines qui sont proches sur le plan des questionnements, notamment l'influence de la vie sociale, la construction des groupes, mais les méthodes sont très différentes. L'éthologie fait partie de la biologie, c'est pour ça que nos disciplines ne sont pas si éloignées que ça au final. C'est une sous-discipline de la biologie. Ça a été créé en 1854. Donc une discipline assez récente par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Et l'éthologie a vraiment acquis ses lettres de noblesse avec des grands noms comme Nicolas Steenbergen, Konrad Lorenz, Karl von Frisch, pour leurs travaux, par exemple, sur l'empreinte chez l'oiseau, sur la communication par la danse des abeilles. Et ces trois personnes, éthologistes, ont obtenu le prix Nobel en 1973. Donc il y a un prix Nobel. Ah, c'était le prix Nobel de biologie. C'était un prix Nobel de physiologie et de médecine. D'accord. Dans lequel s'inscrit des disciplines de la biologie. Ils ont répété cette délivrance à un éthologiste, un prix Nobel. Non, c'est les trois. Ce sont les trois seuls. Les trois seuls, oui. Oui, parce que bon, le champ de médecine, il est déjà à lui seul tellement prolifique du point de vue des grands découvertes. Donc l'éthologie, c'est s'intéresser au comportement. C'est le cœur de notre intérêt. Ça, c'est pas la biologie dans ce cas-là. Ça fait partie de la biologie. C'est juste un angle d'attaque qui est un peu différent. On s'intéresse au comportement dans le sens où on observe l'organisme en fonctionnement dans son environnement. Donc ça permet de répondre à des questions de biologie fondamentale. Les 4 grandes questions traditionnelles en éthologie, c'est essayer de comprendre les causes d'expression d'un comportement. Qu'est-ce qui fait que physiologiquement, que émotionnellement, à un moment donné, un comportement s'exprime. Donc on est en plein dans la biologie. C'est aussi comprendre la fonction de ce comportement, à quoi ça sert. Pour l'individu, qu'est-ce que ça lui apporte. C'est regarder comment ça se développe au cours de la vie d'un individu. Est-ce qu'il y a une part de déterminisme génétique? Est-ce qu'il y a une part d'influence environnementale? C'est des questions de biologie très générales. Et essayer de comprendre aussi comment ce comportement persiste ou se modifie au cours de l'évolution des espèces. D'accord. Voilà. Très très bien. Alors, j'ai vu que vous travaillez avec la station de Paimpont. C'est une station qui n'est pas très éloignée du lieu où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi elle consiste et si elle est ouverte finalement à des lycéens, des collégiens je crois qu'il y a une porte ouverte tous les ans, mais peut-être qu'il y a d'autres animations pendant l'année dont pourraient profiter les auditrices et les auditeurs de cette émission. Alors, la station biologique est un campus de terrain, on va dire, de l'université de Rennes. Donc, sont implantés des laboratoires de recherche. Une partie des membres du laboratoire d'éthologie est implantée à Paimpont. Donc, vous êtes le responsable aujourd'hui ? C'est ça. C'est un laboratoire qui est implanté dans 4 villes, Rennes, Paimpont, donc pour la Bretagne, mais aussi Caen et Luc-sur-Mer pour la Normandie. D'accord. Et il y a aussi un laboratoire d'écologie qui est en partie installé à la station biologique de Paimpont. Et c'est un lieu qui accueille la recherche et l'enseignement.
Donc il y a des stages avec des groupes d'étudiants qui viennent pour une journée, pour une semaine, pour 15 jours, avec des bâtiments qui permettent l'enseignement et des observations de terrain, parce que c'est l'hébergement aussi. Il y a de l'hébergement, il y a de la restauration. C'est une station qui a été créée en 1967. Et concomitant à cette création, l'idée c'était d'avoir de la recherche et de l'enseignement sur le terrain, mais pas très loin de Rennes. Et c'était concomitant aussi à la création du centre de primatologie dans lequel je travaille, où des animaux sont hébergés. On a des animaleries pour la recherche. Qui sont implantés sur ce site. Alors ce n'est pas un site ouvert au public comme n'importe quel campus au final, mais il y a des journées portes ouvertes, il y a des animations et des ateliers pendant la fête de la science où on peut s'inscrire et participer. Il peut y avoir quelques actions locales aussi de partenariat avec des collèges et des lycées dans le cadre de programmes éducatifs au fil de l'eau. Donc c'est pas ouvert, mais c'est pas complètement fermé non plus. Voilà, vous recevez, je suppose, comme à Radio Laser, cela arrive de temps en temps, des jeunes de 3e qui Chaque viennent année. pour quelques jours Chaque année. On découvrir un monde particulier. On est assez sollicité, oui. Les lycéens aussi viennent. Voilà. Ouais. Les fameux stagiaires de 3e. Alors cette station de Paimpont qui est connue, que beaucoup de gens ont vu depuis, on la voit très bien depuis la route là qui va vers Tréorantec, qui pose beaucoup de questions. J'ai entendu beaucoup de gens me demander, enfin surtout des touristes qui sont de passage, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? On entend des cris de singes, etc. Donc voilà, la réponse nous est donnée. Voilà, donc on a les animaleries sont pour le laboratoire d'éthologie. On y fait des observations, c'est-à-dire que sur les singes notamment, nous n'avons aucune recherche invasive ou médicale. Ce sont simplement des observations comportementales d'animaux en groupe dans des conditions le plus naturalistes possible. On va y revenir parce que on va essayer de découvrir avec vous les travaux que vous menez là-bas. Vous avez une reconnaissance de vos pairs qui est déjà très très importante. Vous êtes jeune encore. Hein. Vous avez été ce qu'on appelle l'Institut universitaire de France junior. Vous êtes même maintenant toujours Institut universitaire de France senior. Quelle est cette ouverture qui permet, je crois, à des enseignants-chercheurs de disposer de plus de temps pour la recherche? C'est en même temps une reconnaissance. Hein, c'est une sorte d'institut sans mur, national, totalement pluridisciplinaire, où les enseignants-chercheurs peuvent obtenir, si leur dossier est sélectionné, une sorte de délégation pendant 5 ans. Donc on peut être une fois junior, ensuite il faut attendre 5 ans pour recandidater, pour tenter d'être senior, à nouveau 5 ans. Ça permet d'avoir déjà une reconnaissance et donc de rendre un peu visible les recherches et la discipline, ce qui est toujours bénéfique, et d'obtenir une décharge de 2/3 de nos enseignements, donc beaucoup plus de temps pour la recherche et des crédits supplémentaires pour la recherche chaque année. Donc c'est un vrai tremplin en termes de carrière et de recherche. C'est ça. D'accord. Alors, on vient de parler des singes parce que nous étions à la station de Paimpont, mais vous n'avez pas travaillé que sur les singes. Mais les singes restent, et encore, c'est des singes très particuliers d'après ce que j'ai compris. Mais vous n'avez pas travaillé seulement sur des singes, vous avez travaillé sur autre chose. J'ai commencé sur les singes, notamment ceux que nous avons à Paimpont. Moi, je travaille aussi bien dans des conditions captives, donc dans notre centre de recherche ou dans des parcs zoologiques, parce que ça permet d'avoir un accès assez facile et assez direct à l'animal. Les singes que l'on a à Paimpont, ce sont des singes cercopithèques ou cercocèbes, c'est-à-dire que ce sont des singes qui vivent en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, qui sont arboricoles, qui vivent à plus de 20 mètres de hauteur, au milieu d'une forêt très dense primaire, donc sont difficiles à observer finement sur le terrain. Néanmoins, le terrain est crucial, donc moi je fais les deux. Je fais en parallèle des recherches
un peu plus fines en captivité et des observations complémentaires sur les mêmes espèces sur le terrain, de manière à avoir une plus grande richesse d'expression comportementale et d'influence environnementale. J'ai commencé donc sur ces cercopithèques. L'intérêt était que, comme ce sont des singes arboricoles forestiers, la communication vocale, qui est mon domaine de prédilection, est cruciale pour eux. Quand on ne se voit pas au milieu d'une forêt dense, le seul moyen de s'exprimer, c'est la communication vocale. Et donc, en s'intéressant à ces espèces, la pression de sélection sur cette modalité de communication fait qu'on peut espérer trouver de la richesse en termes d'expression comportementale. Donc, ça veut dire des missions régulièrement sur le terrain, en Afrique principalement, alors? Alors, au départ, en Afrique, puisque les cercopithèques vivent en Afrique. Et puis après, très rapidement, je me suis rendu compte que ce que j'avais découvert chez cette espèce, il fallait que j'aille l'explorer ailleurs, au-delà, dans l'arbre phylogénétique, parce que on trouvait, on va y revenir probablement, des parallèles évidents avec l'humain. Et donc l'intérêt pour moi, c'était d'essayer de retracer l'évolution dans l'arbre phylogénétique des primates de ces comportements. Et donc ça nécessitait d'aller explorer des espèces plus éloignées génétiquement de l'homme, notamment en Amérique du Sud, où je travaille au Mexique, et des espèces au même niveau phylogénétique, mais dans d'autres continents. Donc, je travaille aussi au Japon ou en Indonésie. Et puis, des espèces beaucoup plus proches de l'homme, avec beaucoup de travaux récents sur l'ensemble des espèces de grands singes. Donc, je travaillais sur les orang-outans, les gorilles, le chimpanzé, les bonobos désormais, de manière à pouvoir poser les mêmes questions sur l'ensemble des espèces. Et puis là aussi, après, on veut toujours en savoir un peu plus. Au laboratoire, on ne fait pas que de la primatologie. On a des spécialistes des oiseaux chanteurs. Et les oiseaux chanteurs, on pourra y revenir aussi, nous apportent des informations complémentaires mais différentes de ce que l'on peut étudier chez les singes. Et donc, avec des collaborations au laboratoire, j'ai élargi mon spectre et je travaille maintenant, par exemple, sur les chevaux, qui est un modèle historique du laboratoire, mais moi, je me concentre sur leur communication vocale. Qu'est-ce qu'ils expriment, à quoi ça peut servir, dans le cadre notamment de la relation avec l'homme, mais aussi sur des espèces un peu étranges sur le plan évolutif, comme les dauphins. Les dauphins, c'est une énigme, c'est un mammifère qui est retourné à l'eau. Et ça pose plein de problèmes sur le plan de la communication vocale, parce qu'il faut respirer, on est sous l'eau, on se voit pas, comment on gère ça. Donc ça, c'est intéressant de voir comment la communication vocale a suivi. Mais des espèces terrestres comme les guépards. Je travaille maintenant en Afrique du Sud sur les guépards. Le guépard, c'est énigmatique. On a une femelle qui est pas sociale, qui avec ses enfants quelques années, puis après les enfants partent. Et le mâle qui est très social, qui forme des liens avec d'autres mâles qui sont pas forcément des frères, des liens fidèles et stables pendant plus d'une décennie. Donc comment ça s'est géré en termes de communication? 95.9 FM, c'est Radio Laser. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Voyages extraordinaires dans les sciences, une émission de Jean-Louis Coatrieux, diffusée par Radio Laser. Et notre invité d'aujourd'hui est Alban Lemasson, éthologiste, qui nous emmène sur des pistes absolument inattendues et passionnantes. Alors, donc vous travaillez dans votre unité finalement sur un spectre très large. On va pas pouvoir le balayer complètement. Est-ce qu'on peut prendre quelques exemples particuliers qui nous permettent d'appréhender quel est l'état de la compréhension aujourd'hui de certaines espèces animales? Alors il y en a qui sont proches de nous, puis comme on est au printemps, ça chante partout en ce moment. Les oiseaux, par exemple, on imagine que quand on les entend, ça pas seulement pour chanter. C'est peut-être pour fêter aussi le soleil, fêter aussi autre chose, des naissances éventuellement. Qu'est-ce qu'on sait sur les oiseaux actuellement de manière brève, puisqu'on peut aller sur des sujets plus approfondis par vous après. Mais... Là où les sujets sur lesquels on travaille beaucoup au laboratoire, notamment sur les oiseaux chanteurs, c'est sur le développement
de la communication chez le jeune individu et sur les influences parentales et sociales qui peuvent guider le développement de sa communication. Et là, on peut faire des parallèles avec le langage humain qui sont assez impressionnantes. L'oiseau chanteur apprend d'un modèle adulte. Il va apprendre de certains modèles selon les espèces, plus que d'autres, il va choisir. Il va apprendre plus facilement si son partenaire interagit vraiment avec lui que si c'est un simple haut-parleur. Donc il fait pas juste de la copie, c'est vraiment intégré dans une interaction sociale. Vous avez des espèces qui apprennent au jeune âge et qui apprennent une fois que leur chant, donc ils ont des notes, ils ont un pré-chant, ils ont un chant plastique. Ils ont une sorte de vocabulaire alors oui, ils ont une sorte de vocabulaire. C'est un chant qui va permettre une reconnaissance individuelle, une reconnaissance géographique. Il y a des dialectes chez les oiseaux, microgéographiques, macrogéographiques. Vous prenez des étourneaux, les tourneaux au sud du campus de Beaulieu ne chantent pas comme celui au nord du campus de Beaulieu, mais ils chantent pas comme ceux de Normandie. Mais ils peuvent se comprendre. Et quand ils arrivent et qu'ils se retrouvent des milliers dans un dortoir, eh ben, ils vont écouter leur chant, se reconnaître et se positionner dans les arbres en fonction de leur origine dialectale. Et puis à côté de ces chants, vous avez des cris. Ce qu'on en appelle des cris. Là, c'est différent. Les cris peuvent avoir un message comme un cri d'alerte ou un cri et véhiculer des messages. Donc là où c'est vraiment intéressant chez les oiseaux, c'est l'importance de la vie sociale dans le développement. Donc comme je disais, certains apprennent au jeune âge et après le chant est cristallisé, et d'autres apprennent de nouveaux chants chaque année en permanence, et d'autres sont même capables d'imiter un peu tout ce qu'ils entendent. Donc quand on entend un chant de tel oiseau dans les arbres, en fait ce chant-là, l'année prochaine, peut être différent pour le même oiseau, mais il peut être différent, ou ça peut être un chant il peut être différent. D'accord, donc c'est assez fabuleux, parce on se pose la question, bien sûr, entre un groupe de la même espèce qui va partir ailleurs, et puis le groupe qui leur a laissé derrière lui, ou est-ce que au bout d'un certain temps, ils sont encore capables de se causer, de se comprendre? Là où on travaille aussi au laboratoire chez les oiseaux, c'est qu'on s'intéresse aussi à la plasticité cérébrale qui va de pair avec cette construction de sa communication vocale. Et on voit par exemple, selon si les oiseaux grandissent dans différents environnements sociaux, plus ou moins riches, une différence en termes de spécialisation neuronale dans le traitement des chants de l'espèce. Donc il y a une canalisation expérientielle, guidée socialement, qui fait que le cerveau suit, il est plastique, et il suit toute cette plasticité que l'on retrouve au niveau de la communication vocale. Alors, prenons un autre exemple qui est aussi, je pense, très proche de nous par certains côtés, les dauphins par exemple. Là on est sous l'eau, on sait qu'ils communiquent entre eux, comme les baleines communiquent entre eux, mais les dauphins c'est un animal familier pour nous quelque part. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur eux? Alors, à la fois beaucoup de choses et quasiment rien, j'ai envie de dire. Beaucoup de choses, je vais commencer par quasiment rien parce que c'est un animal qui va vite, qui respire quelques secondes et qui disparaît 20 minutes. Donc quand on est un éthologiste et que l'on se base sur l'observation, vous voyez un animal qui vient respirer quelques secondes, vous pouvez pas vraiment quantifier ses comportements. Vous pouvez enregistrer ses vocalisations, ça c'est sûr, mais savoir si c'est lui qui émet le son enregistré ou pas, c'est quasiment impossible à savoir, d'autant plus que comme c'est un mammifère qui respire et qui est sous l'eau, ça pose un problème. Il va vocaliser quand il est sous l'eau sans inspiration d'air, c'est-à-dire qu'il recycle l'air. Et ça fait que quand il vocalise, il n'exprime rien sur le plan postural ou comportemental. Donc on ne voit pas l'individu crier, contrairement à un singe ou un oiseau. Donc ça pose un problème. Malgré tout, on voit qu'il y a une énorme richesse et une énorme plasticité dans l'expression vocale des cétacés de manière générale.
Et finalement, les dauphins se placent comme l'humain et comme les oiseaux dans ce que l'on appelle les espèces apprenantes. Les espèces qui sont capables d'imiter, qui sont capables de copier et d'apprendre socialement. On va voir que c'est beaucoup plus nuancé chez les singes. Donc, de ce côté-là, les dauphins et les oiseaux sont beaucoup plus proches de l'humain. Après, ça dépend des espèces. À chaque fois, on dit l'homme, l'animal, mais quand on compare l'humain au singe, on le compare à des centaines d'espèces. Oui. Les dauphins, c'est pareil. Chez les cétacés, c'est pareil. Le système n'est pas le même chez le dauphin commun, chez l'orque, chez la baleine. Le dauphin commun émet des signatures acoustiques qui permettent de le reconnaître individuellement, mais il est capable aussi de copier la signature de ses amis quand il cherche à interagir avec lui. L'orque a plutôt des signatures qui sont familiales, qui permettent d'identifier une lignée d'individus et qui va être stable pendant plus de 20 ans. Chez les baleines à bosse, ça n'a rien à voir. Chez les baleines à bosse, vous avez un chant qui est annuel, qui est émis par les mâles après migration lorsqu'ils se retrouvent dans leur zone lorsqu'ils migrent pour la reproduction. Et c'est un dialecte saisonnier qu'ils vont réinventer chaque année et qui va évoluer chaque année. Donc là, on voit bien que la vie sociale est le moteur de toute cette diversité en termes de communication, et c'est vraiment ce qui nous intéresse au laboratoire. Eh bien, dites donc, on découvre là des choses, Félix, je pense. Hein. Et de nouvelles questions. Et de nouvelles questions, bien sûr. Là. Alors, on va peut-être revenir au singe, puisque on considère toujours le singe comme le plus proche de nous. Donc, ce que vous venez de nous dire nous montre quand même que dans certaines espèces, il y a des facettes qui nous ressemblent quelque part. Hein. Vous pouvez y aller, bien sûr. C'est vrai que le singe, alors si on prend la capacité à apprendre, la plasticité de la voix, le singe n'est pas le meilleur modèle pour le comparer à l'humain. L'oiseau chanteur et le dauphin le sont bien mieux. Si par contre on s'intéresse à d'autres aspects de notre langage, comme l'encodage de messages, ce qu'on appelle la sémantique, comme la construction par combinaison de sons, la syntaxe, ou la dimension interactive, sociale, la façon dont on gère nos conversations, on trouve beaucoup de parallèles avec le primate non humain. Dans mes travaux, c'est ce que j'essaie de faire. Je ne cherche pas à enseigner le langage aux animaux comme on a pu le faire avec les grands singes dans les années 50 avec les chimpanzés ou les bonobos comme Kanzi qui est très connu pour ça, qui communique avec un clavier d'ordinateur, etc. Nous, en éthologie, on observe les comportements spontanés de l'animal et on peut essayer de faire des parallèles avec des propriétés du langage humain. Donc, mes recherches portent sur la plasticité. Est-ce que réellement on peut dire que le singe est complètement nul? Ou est-ce qu'il a des capacités de plasticité de la voix? Est-ce qu'il organise ses émissions vocales sous forme de conversation en respectant des règles comme celles que l'on peut avoir? Est-ce qu'il encode des messages? Comment? De quelle façon? À quoi ça peut lui servir? Et est-ce qu'il compense ses limites en termes de plasticité acoustique par plus de capacité à combiner, à créer de nouveaux messages en mélangeant des sons, en variant le rythme de production? C'est toute cette dimension-là sur laquelle porte ma recherche. Est-ce qu'on peut dire on a parlé de vocabulaire tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi de la syntaxe, qu'il y a donc un sens, des intonations particulières qui donnent des sens particuliers? Tout ça, ça existe chez les singes à peut-être un niveau de développement qui reste relativement modeste, mais tout ça existe. Tout ça existe. Si je prends juste l'exemple de la mône de Campbell, qui est une espèce de cercopithèque sur laquelle nous travaillons à la fois sur le terrain et à Paimpont. Elle vit en harem avec un mâle adulte, plusieurs femelles adultes et leurs enfants. Les répertoires vocaux des mâles adultes et des femelles adultes sont différents. Chez les femelles, vous avez beaucoup de cris à fonction sociale.
des cris de menace, des cris de détresse, des cris de peur. Oui, les cris de détresse, c'est un peu des cris de peur, des cris d'alarme. De faim, peut-être aussi, je sais pas. Plus des cris qui témoignent d'émotions, de niveau d'excitation, et aussi beaucoup de cris à fonction affiliative. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les cris de contact, c'est ce qu'émettent les femelles toute la journée. Ce sont des cris qui sont présents dès la naissance, donc probablement le répertoire vocal, c'est-à-dire le fait de pouvoir émettre un cri de menace, un cri d'alarme, un cri de contact, est déterminé génétiquement. Mais la structure acoustique fine du cri de contact, elle, est plastique et soumise à des influences sociales. La Monde de Campbell, quand elle prononce son cri de contact, elle va copier la façon de prononcer ce cri de contact de celle de ses amis les plus proches. Et si au cours de sa vie, elle change d'amis, eh ben, elle va changer sa façon de prononcer le cri de contact. D'accord. Donc vraiment comme des badges vocaux qui indiquent des affinités sociales au sein d'un groupe, vous avez des façons de prononcer un cri de contact qui sont propres à 2 femelles, à 3 femelles, à 4 femelles, et c'est celles qui, à ce moment-là, entretiennent des amitiés. De plus, ces cris de contact sont pas émis de manière isolée. Ils sont échangés. Donc, quand une femelle crie, une autre répond. Et là, on voit des règles. Les femelles évitent de se couper la parole. Elles prennent la parole à tour de rôle. Elles n'échangent pas avec n'importe qui, ni dans n'importe quel ordre. Chez les mâles, c'est différent. Le mâle, c'est le protecteur du harem. Lui, là où il est le plus compétent en termes de communication, c'est sur la prévention des dangers. Le mâle va émettre des cris d'alarme qui vont encoder l'imminence et la nature du danger. Par exemple, il peut indiquer s'il a détecté un léopard ou un aigle, qui sont 2 prédateurs de cette espèce. Pourquoi ça a un intérêt de dire attention léopard, attention aigle et pas juste attention prédateur? Parce que quand vous êtes un animal arboricole, vous pouvez monter ou descendre. Et quand vous êtes attaqué par le bas ou par le haut, c'est quand même sympa de savoir où est la meilleure stratégie de fuite. Et puis le mâle, de manière à pouvoir malgré tout multiplier ses messages avec un nombre de cris qui est assez limité, a des capacités syntaxiques qui sont assez impressionnantes. Par exemple, quand il veut alerter d'un prédateur léopard, il émet un cri qui sonne un peu comme un crack. Quand il veut alerter de la présence d'un aigle, il émet un hoc. Mais des fois, on entend krakou, hoku. Et le fait d'ajouter un suffixe ou, qui est le même dans les 2 cas, généralise le message à tout danger qui vient du sol ou tout danger qui vient du ciel, mais qui n'est pas limité à un prédateur. Donc il a, par suffixation, trouvé un moyen de généraliser ou d'affiner un message. Et puis ces cris, il va aussi les combiner entre eux. S'il émet une série de cris boum, c'est qu'il veut rassembler ses femelles et initier un déplacement. S'il émet une série de krakou, c'est qu'il a repéré un danger. Mais s'il combine une série de boum suivie par une série de krakou, et toujours dans cet ordre, c'est qu'il a repéré une chute d'arbre. Et s'il, entre ces 2 cris, il place encore un autre type de cri, c'est pas une chute d'arbre, mais c'est un groupe voisin en bordure de territoire, qui est potentiellement un groupe en compétition, avec qui ils sont en compétition, dont il informe la présence. Et puis il peut aussi, en criant plus vite ou en criant plus lentement, témoigner de son intention à contre-attaquer, ou pas, ou témoigner du degré de danger. Donc, certes, la plasticité est limitée par rapport aux oiseaux et dauphins, mais elle n'est pas inexistante. Elle est plus liée aux cris à fonction sociale gérés par les femelles. Et le mâle combine avec plus de sémantique, plus de syntaxe, de manière à enrichir la capacité des messages. 95.9 FM, 95.9 FM, c'est Radio Laser. Radio Laser. Vous employez, en décrivant toutes ces réalités, des termes qui sont propres à la linguistique, syntaxe, sémantique, suffixation, etc. Mais à moins que j'ai été inattentif, vous n'avez pas utilisé le mot langage pour l'animal.
À vrai dire, même le mot syntaxe ou le mot sémantique, je ne devrais pas l'utiliser, parce que tout dépend de la définition que l'on met derrière ces termes. Si on prend une fonction assez basique d'encodage de messages sur un événement extérieur, c'est un peu le cœur de la sémantique. C'est pas juste dire qui on est et dire comment on se sent. C'est dire j'ai vu telle chose. Donc on porte un message sur un événement extérieur. Chez le singe, on ne parle pas normalement de sémantique, mais de communication référentielle. On fait référence à un événement. Pourquoi ? Parce que dans la sémantique, il y a aussi, en plus, la capacité à symboliser quelque chose. C'est-à-dire que le prédateur, quand on dit le mot léopard, on le voit. On peut en parler au passé, on peut en parler ici en France alors qu'il n'y en a pas, et on peut en parler de ce qui arrivera demain. Et donc cette dimension-là, elle n'existe pas chez le singe. Donc c'est difficile d'utiliser le même terme. Et la question de langage, c'est un débat encore à l'heure actuelle. Moi, j'ai pas trop de problème à parler de langage chez l'animal, mais si j'écris une publication scientifique en utilisant le mot langage, je vais être très critiqué. Parce que c'est vrai que c'est une question de point de vue. Si le langage, c'est ces propriétés fondamentales dont on va parler, le langage est partagé avec l'animal. Mais si le langage, c'est tout un ensemble, dont la possibilité de parler du passé et de l'avenir, d'ici et de l'ailleurs, ben c'est plus du langage ce que l'on a chez l'animal. Et c'est un débat qui fascine et qui divise depuis l'Antiquité. Déjà, Aristote opposait un peu l'homme et l'animal en disant « l'homme est un animal, mais politique parlant ». Vous avez des philosophes aussi qui se sont un peu opposés. Descartes était plutôt pour une discontinuité homme-animal, alors que Rousseau, lui, fait clairement le parallèle. Et puis des biologistes comme Darwin ont utilisé le mot langage pour l'animal. Lui n'avait aucun problème à parler de langage chez l'animal. Encore à l'heure actuelle, ça fait débat. Les théoriciens sont soit discontinuistes, soit continuistes. C'est plus un problème de définition, à vrai dire, que... Mais ça n'empêche pas d'avancer, de toute façon, dans la compréhension des choses, la découverte aussi des choses. Alors, j'avais une question. Là, on parle de la voix, hein, de tout ce qui est vocal. Mais quand on est en milieu social, je dirais, avec un environnement familial ou autre, on ne s'exprime pas seulement par la parole, par les sons. On s'exprime aussi par le visage, par les gestes, par les comportements. Comment ce volet-là est aujourd'hui analysé dans votre discipline ? Alors c'est exactement la même chose chez le singe. Il s'exprime aussi par le regard, aussi par ses postures et aussi par ses gestes. En fait, cela va dépendre des espèces. Je reviens à ma forêt primaire où, autour de nous, vous avez plus de feuilles que de congénères. Si vous voulez lui parler, le geste va pas vous servir à grand-chose, sauf s'il est très près. Donc, les autres modalités que le vocal, comme le gestuel ou le postural, vont être limitées à de la communication très courte distance chez ces espèces-là. Par contre, il va être très développé chez les espèces plus savanicoles, où la limite de la visibilité n'existe pas. De la savane, alors. De la savane. Là où il y a pas d'encombrement végétal qui limite la visibilité. Donc, chez les singes de savane, vous avez beaucoup plus de communication visuelle que chez les singes forestiers. Mais le regard est important. Un coup d'œil et un regard fixe pour un singe, ça n'a strictement rien à voir. Un coup d'œil, c'est sympathique. Un regard fixe, ça peut très mal se passer. Les postures, c'est pareil. Et eux, ils ont encore plus de choses pour exprimer leur posture. La plupart des singes ont une queue. Mettre la queue en point d'interrogation ou laisser la queue pendre. La queue n'a pas qu'une fonction de balancier pour tenir en équilibre dans les arbres. C'est aussi une expression de communication. Alors, expliquez-nous maintenant, parce que c'est aussi un volet très important, comment vous les observez ? Est-ce que, parce que alors, soit en liberté, j'imagine qu'en captivité quelque part, comme à Paimpont, les choses sont un peu différentes. Mais même à Paimpont, c'est-à-dire, on a parlé beaucoup de paroles, hein, donc de sons, d'acoustique, et il y a l'image aussi. On vient de parler de gestuel et de comportement, etc. Comment vous les observez pour mener vos travaux, en fait, hein ? Alors, la première chose importante, c'est de disparaître de leur environnement.
C'est-à-dire, nous, comme on les observe en direct, on a besoin d'être là. Mais il ne faut pas qu'on soit un biais dans leur expression comportementale. Donc, on ne débarque pas comme ça pour observer des animaux du jour au lendemain. Il faut que l'on devienne une partie de l'environnement sans être un partenaire. Donc, une présence insignifiante pour eux, ce qu'on appelle l'habituation. Quand on travaille en captivité, ils sont habitués à voir passer des humains, ça va beaucoup plus vite. En quelques jours, ils sont habitués à vous. Et ils commencent à vous ignorer. Et là, on peut échantillonner les comportements de manière objective. Sur le terrain, ça peut prendre des mois, voire des années, pour habituer un groupe à votre présence. Et que leur comportement ne soit pas lié à votre présence, à la méfiance qu'ils ont liée à votre présence. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on fait de la biologie, on fait de la quantification, des statistiques. Donc, on a besoin de mesurer des choses pour les tester statistiquement derrière. Et nous, ce que l'on mesure, ce sont des unités comportementales. Donc, la première étape, c'est de définir un répertoire de comportement. La finesse du répertoire va dépendre de la question. Si je regarde comment un individu mange, je vais m'intéresser à la position des doigts, je vais m'intéresser à comment il ramasse, comment il crache, comment il lâche, quelle main il utilise. Si je m'intéresse pas à ce niveau de détail, mais plus à quelque chose de social, je vais quantifier des approches. Est-ce qu'il approche à moins d'un bras, à moins d'un mètre? Et chaque item est comme ça incrémenté au fur et à mesure des observations en continu. Alors c'est de l'image alors? C'est de l'observation directe. On peut filmer ou on peut quantifier directement avec un micro et on commente tout ce qui se passe. Et ensuite, ces unités, on les somme. Et on en fait des analyses statistiques pour essayer de répondre à des questions. Ça, c'est la première approche qui est une observation des comportements en conditions spontanées. Donc soit l'environnement est contrôlé comme en captivité, soit on est sur le terrain. Et puis ensuite, on a à partir de ça des hypothèses, notamment sur des règles de communication, les tours de parole, l'évitement du chevauchement de parole, j'en parlais tout à l'heure, ou sur des fonctions, cri léopard, cri aigle. On va pas se contenter de lier des structures acoustiques à des contextes pour conclure sur la fonction. Il faut pouvoir le démontrer expérimentalement. Donc la deuxième dimension de nos approches, c'est l'expérimentation. Par exemple, sur le vocal, on travaille avec des repasses par haut-parleur de son. Donc, si je repasse un cri de léopard ou un cri d'aigle, je m'attends à voir le cri d'alarme léopard ou le cri d'alarme aigle en réponse. D'accord. Si j'envoie dans mon haut-parleur l'alarme léopard ou l'alarme aigle, je m'attends à ce que la femelle monte ou descende. Si je veux tester une règle de communication, comme le chevauchement de parole, je construis en laboratoire un échange qui respecte cette règle, avec des individus qui alternent, où je modifie acoustiquement le signal pour faire se chevaucher les sons, et je viole ainsi les attentes de l'individu que je vais tester. Et normalement, s'il détecte la rupture de la règle, il va réagir différemment. D'accord. Donc, il y a le spontané, il y a le stimulé. C'est ça. 95.9 FM, c'est Radio Laser. Toujours sur Radio Laser, en compagnie de Alban Lemasson, éthologue, il ne faut pas que je me trompe sur le terme, et qui nous parle de choses extrêmement intéressantes en ce qui concerne l'observation, le contact avec les animaux qui sont étudiés. Oui, alors là, on parlait justement des moyens d'observation et puis de stimulation qui étaient utilisés au cours de vos recherches. Il y avait un lien que je voulais faire, nous disposons aujourd'hui de technologies quand même très très avancées. Je parlais de l'image tout à l'heure, mais il y avait évidemment toute l'acoustique. Et on peut faire des analyses de ces données-là de manière très poussée pour arriver à des modèles, ou je dirais des séquences qui pourraient être comparées à d'autres séquences et donc déterminer si on parle de mêmes entités acoustiques ou de mêmes comportements visuels des animaux. Donc je suppose que vous allez utiliser tous ces nouveaux moyens pour... C'est vrai que moi je me contente pas de dire ça sonne crack ou ça sonne hoc,
je fais des mesures acoustiques. C'est-à-dire que j'enregistre les vocalisations. Ces vocalisations sont transformées en images par des logiciels d'analyse acoustique. Et ce sont les images que je vais analyser. Et les images, sur ces images, je vais faire des mesures d'intensité, des mesures de fréquence, des mesures de durée. Et c'est les mesures acoustiques que je compare pour définir ce qu'est un crack, ce qu'est un rock, en quoi ils sont différents, en quoi le suffixe, quand il est ajouté, il est identique dans les deux cas. Ce sont vraiment ces mesures acoustiques que l'on fait. Le développement des technologies aujourd'hui nous permet d'aller aussi un peu plus loin dans la collecte des données. Sur les cétacés, de plus en plus d'enregistreurs embarqués sur l'animal sont mis en place. C'est-à-dire que sur les baleines, par exemple, ils travaillent avec des enregistreurs qui sont ventousés sur le dos de l'animal à l'état sauvage, et qui sont équipés d'un micro, d'un GPS, d'un capteur de température, de pression, et ça permet comme ça de corréler un peu la position de l'animal, l'environnement dans lequel il se trouve avec les émissions vocales qu'il émet. Et puis, de plus en plus maintenant, on travaille aussi avec l'intelligence artificielle, plus dans l'analyse complexe de grands jeux de données acoustiques, de manière à essayer de faire de la détection automatique de son, ou alors de la classification automatique de son. Et sur ce plan-là, est-ce que vous partagez des bases de données avec d'autres équipes qui travaillent peut-être sur les mêmes espèces, mais peut-être aussi sur d'autres espèces? En fonction des questions, oui, évidemment. Oui. Évidemment. Comme vous avez vu, habituer des animaux, c'est très compliqué. Quand ça prend des années, ce qui fait qu'on travaille très souvent avec des échantillons qui sont assez faibles en éthologie. Parce que quand on habitue pendant 5 ans un groupe de Monde de Campbell, on a habitué 10 individus. Ce qui est pas énorme en biologie. Vous travaillez sur donc on travaille beaucoup avec d'autres équipes, avec des collaborations, pour partager, pour augmenter la puissance. Alors, on a vu l'inné, l'acquis, les parties apprentissage. Est-ce que on est déjà capable aujourd'hui de faire comme on fait chez les humains, c'est-à-dire de voir au moment de l'enfance, la petite enfance, de l'enfance, de l'âge adulte, la préadulte, etc., des phases différentes dans la communication. Alors, chez les oiseaux, oui, ça c'est flagrant, puisque le développement est important. Le très jeune sans modèle et sans modèle adulte, il peut rien faire. Chez le singe, c'est un peu différent. Si on regarde ce que l'animal produit, c'est plus subtil, puisqu'il y a beaucoup de parts génétiques dans le déterminisme du répertoire vocal. Par contre, on voit très rapidement le jeune, l'adolescent, l'individu juste avant de changer de groupe, avant qu'il migre, puisque souvent soit les mâles soit les femelles changent de groupe, ils restent pas dans le groupe natal toute leur vie. On voit des étapes cruciales qui sont des étapes de bouleversement social pour eux. Et ça joue sur d'autres aspects de la communication que la production de la voix, sur la façon dont on utilise ou sur la compréhension des messages. Si le singe est capable de produire un cri d'alarme, ça ne veut pas dire qu'il sait quand il faut le produire, ni ce que ça veut dire. Il va falloir attendre quelques années pour qu'il apprenne, à l'aide de ses congénères, quand émettre le bon cri, à quel moment, dans quel contexte c'est approprié, et ce que ça veut dire et quelle stratégie de fuite, par exemple, il faut adopter quand on l'entend. Mais là, il y a la notion de relation avec les parents qui joue aussi, c'est-à-dire une espèce de suivi, de progression, En fait, ça dépend des espèces. Par exemple, quand j'ai travaillé sur le gibbon est très simple socialement. Le gibbon, c'est un couple monogame. Un mâle, une femelle et ses enfants. Donc le mâle chante pas comme la femelle, je rentre pas dans les détails. Le mâle chante en duo avec la femelle, mais la mère peut chanter aussi en duo avec sa fille. Et la fille va apprendre à chanter grâce à ses duos avec la mère. Elle sait produire son chant, mais elle va apprendre le bon timing, la bonne mélodie en fait. La bonne mélodie en copiant, en essayant de s'ajuster à la voix de la mère. Et la mère, quand sa fille est jeune, elle va chanter de manière très stéréotypée. Ce que nous, on appelle le parler bébé, quand on parle à notre enfant.
Ça permet au bébé d'identifier les éléments clés, de structurer, de mieux copier. Le gibbon fait ça aussi. Si vous travaillez chez le bonobo, il a une période d'immaturité qui est très longue. Plus on se rapproche de l'homme, plus la vie, la maturité sexuelle arrive tard. Et donc chez lui, vous avez un stade d'enfant, un stade juvénile, un stade ado, un stade préadulte. Et ça, c'est des bouleversements. Quand ils se copient entre eux, ils vont copier les membres de leur classe d'âge. C'est assez extraordinaire quand même. Oui. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Alors il nous reste 10 minutes à peu près. Ah ben on a le temps. Alors moi j'avais mis comme point, mais tu me dis, hein, tu as des questions. Une dernière découverte récente qui a été pour vous importante, ou dans votre milieu, je veux dire, de votre équipe ou de. Qu'est-ce qui a bousculé les choses récemment? J'ai longtemps pensé que les règles conversationnelles, notamment le respect du tour de parole, était quelque chose de complètement universel. Parce que je l'ai trouvé chez les macaques, chez nos politiques, non, à la télévision, non. Hein. Alors, nous, universel ne veut pas dire que tout le monde le fait. C'est-à-dire que tout le monde a la capacité de le faire. Après, on a plus ou moins de contrôle sur le respect de ces règles ou de respect, tout simplement. Mais en effet, et quand je me suis intéressé plus récemment aux grands singes, donc qui sont proches de nous, je me suis dit, mais ça marche pas. Parce que il y en a plein qui respectent pas les tours de parole, en fait. Donc, mon idée de le langage est partagé avec les singes, ça fait un peu des trous dans le gruyère si je regarde les singes les plus proches de nous. Alors là, il y a deux hypothèses. Soit le parallèle que je peux faire avec les cercopithèques et l'homme, ce n'est pas hérité d'un ancêtre commun, mais c'est le produit d'une convergence évolutive, c'est-à-dire que des besoins sociaux similaires ont fait émerger une capacité de communication similaire. Soit tout ça est hérité d'un ancêtre commun, mais l'évolution elle est buissonnante et des compétences peuvent être perdues parce que la socialité dans une branche de l'arbre phylogénétique diffère. Et donc j'ai mené une étude où j'ai comparé l'orang-outan, le gorille, le bonobo et le chimpanzé. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous très proches de l'homme, entre 5 et 11 millions d'années, ce qui, sur le plan évolutif, est très très proche. Mais ils sont socialement extrêmement différents. L'orang-outan est un grand solitaire. S'il y a des associations, elles sont temporaires. Le gorille forme des harems. Vous avez un mâle, dos argenté, qui est le dominant, avec ses femelles. Les bonobos et les chimpanzés vivent en groupe multimâle, multifemelle. Mais chez les chimpanzés, le cœur de la société est géré par les mâles. Les mâles dominent et le fonctionnement social repose sur la hiérarchie et la dominance. Chez les bonobos, le fonctionnement social donne plutôt la dominance aux femelles et c'est un fonctionnement social qui est extrêmement tolérant, où on cherche à tout prix d'éviter les conflits. Donc vous avez plus ou moins de richesse sociale et plus ou moins de tolérance ou d'intolérance. Et donc quand j'ai mesuré mes paramètres conversationnels, ce que j'observe, c'est que les interactions vocales n'existent quasiment pas chez les orang-outans, même en captivité où on les met en groupe. C'est pas dans leur nature, ce n'est pas un besoin social, donc ils ne le font pas. Ils émettent des cris plutôt isolés ou répétés, mais individuels. Et les tours de parole, on les trouve chez les gorilles et chez les bonobos, mais très peu chez les chimpanzés. Pourtant, le chimpanzé est très proche du bonobo. Pourquoi ? Parce que le gorille et les bonobos sont deux sociétés tolérantes. Et chez les chimpanzés, vous avez énormément pas de coupure de parole, mais ce qu'on appelle de chorus, c'est-à-dire que les individus crient ensemble. Et le fait de crier ensemble plutôt que d'alterner notre prise de parole, ça rend le message moins audible, mais ça donne une impression de puissance qui est assez évidente et qui va bien avec une société despotique. Eh bien, c'est vraiment intéressant, hein, oui. Parce que là, on découvre plein de choses. C'est un monde
un monde complet là. Hein. Donc, alors, on a. Oui, vas-y. Je voudrais Félix, bien poser une question, alors que vous allez peut-être juger complètement à côté de la plaque, mais vous parlez d'espèces animales, donc l'éthologie, c'est l'étude du comportement de ces espèces animales. Il y a aussi une éthologie humaine. Ma question, c'est est-ce que l'humain est un animal qui aurait évolué un peu plus que les autres, qui serait vraiment au sommet de la pyramide évolutive, si je puis parler ainsi, ou est-ce que il y a quand même un seuil, une coupure entre l'humain et l'animal? Alors c'est loin d'être une question stupide, hein. C'est une question merci déjà où la réponse pourrait être stupide si on y répond frontalement, je pense. Ça dépend ce qui légitime de le mettre en haut ou pas. C'est-à-dire qu'en termes, si l'homme est au-dessus parce qu'il est plus complexe, ça dépend de ce que l'on fait. Vous regardez les sociétés de fourmis, c'est extrêmement complexe. Ouais. Vous regardez la communication du chant des oiseaux, c'est extrêmement complexe aussi. Donc pourquoi mettre le singe au-dessus de l'oiseau? Ça n'a pas vraiment de sens. Donc pour moi, c'est plus une question philosophique qu'une question biologique. Par contre, c'est vrai que l'éthologie humaine existe et elle est intéressante quand elle est intéressante de manière générale, mais elle est intéressante surtout pour essayer de comprendre des choses qui ne sont pas exprimées par la parole, par les mots plutôt, par les lexiques. Parce qu'on peut très bien demander à quelqu'un « est-ce que tu vas bien ?» Mais on peut aussi observer s'il va bien ou non dans l'expression de ses comportements ou dans les paramètres acoustiques de sa voix. Et donc moi je travaille aussi sur l'humain, je travaille sur les acteurs au théâtre, je travaille sur les bébés à la maternité par exemple, et mon approche est la même que celle que j'ai pour quand j'observe des singes. C'est-à-dire que je vais quantifier les comportements, je n'écoute pas ce qu'ils disent, j'écoute la nature de la voix et je regarde les comportements associés, je relis ça au contexte et j'essaie de faire des hypothèses sur l'expression comportementale. Alors sur le langage justement, le langage entre langage animal, langage humain, oui, on arrive à la fin de la mission, mais là on a encore quelques minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire actuellement? Je reviens à cette question, c'est-à-dire qu'il y a des différences majeures. L'homme a une façon d'exprimer ses émotions qui est beaucoup plus riche par rapport au choix des mots et à la modalité de communication, mais il y a aussi des grands universaux. Chez l'animal, l'oiseau, le mammifère ou l'humain, on a un lien de manière quand même quasi universelle entre certains paramètres acoustiques et certaines émotions. Tous les singes, par exemple, quand ils émettent un cri de peur, émettent quelque chose de très strident. Un peu nous quand on hurle. Pourquoi? Parce que biologiquement ça fait sens, c'est désagréable à l'oreille, ça attire l'attention, et ça c'est pas propre à l'animal. L'humain est un animal comme les autres de ce point de vue-là. Quand on a une urgence, beaucoup de cris d'alarme des singes sont des choses avec un rythme très saccadé. Même nous, quand on parle, quand on va vouloir augmenter l'urgence, on va augmenter le débit. Donc ça dépend vraiment comment on se positionne en fait. Toutes les réponses sont valables. Alors, le métier d'éthologue, avec cette capacité d'observer, d'aller sur le terrain ou de travailler dans un environnement contrôlé, faut-il des qualités particulières pour le réaliser ou au contraire évidemment, la question concerne les jeunes auditrices et auditeurs. Oui, en entendant cette question, c'est à eux que je pense, parce que j'ai souvent affaire à des jeunes qui sont passionnés par l'animal. C'était mon cas avant de faire ce métier. C'est un métier passion, ça c'est sûr. Je pense que ça s'entend quand j'en parle. Mais c'est avant tout de la recherche.
Et donc, il faut pas non plus se tromper de voie. Ça ne suffit pas d'être passionné par l'animal pour faire de l'éthologie. Parce que l'éthologie, c'est des heures à attendre que quelque chose se passe. C'est des heures à décrypter des vidéos, des enregistrements. Donc, il faut énormément de patience, de discrétion, dans son contact avec l'animal, de créativité aussi un peu pour monter des paradigmes expérimentaux qui permettent de tester des questions cognitives. C'est pas si simple quand on peut pas questionner l'animal. Et puis il faut aussi être amoureux de la science et de la recherche. C'est de la rédaction en anglais, c'est de l'analyse statistique, c'est des mathématiques. L'un ne va pas sans l'autre et on peut être assez vite frustré si on est juste passionné par l'animal. Mais du point de vue filière à suivre, alors l'éthologie s'enseigne à l'université. Tout peut conduire. Donc c'est à l'université. Tout peut conduire à l'éthologie en fait. Oui. C'est pas parce qu'on est en filière S ou en filière, je sais plus comment on les appelle maintenant, mais non. Mais par contre à l'université, il faut rapidement rentrer en biologie des organismes. Oui. Et des populations. Et ensuite, la spécialisation éthologie se fait réellement au niveau master. 95.9 FM. 95.9 FM. C'est Radio Laser. Radio Laser. Nous allons essayer d'être sages et de respecter le temps de l'émission, comme tu dis. On aurait plein de questions, on aurait pu tenir 2 heures, voire plus, mais bon, on est obligé de s'arrêter. Donc, un grand merci à vous, Alban. Merci à vous. Merci. Merci Jean-Louis aussi. Et puis voilà, c'était donc Voyage extraordinaire dans les sciences. Proposé par Radio Laser et en collaboration avec Unidivers, le site culturel breton. Merci aussi à toutes et à tous qui nous avaient écoutés et on vous invite bientôt à un prochain voyage. À bientôt. À bientôt. Au revoir.